Réel Média s'est rendu à Marseille, la deuxième ville de France. Des quartiers nord au Vieux-Port, nous avons rencontré ses habitants. Le Réel à Marseille, c'est Yamina et Saloua qui habitent un logement insalubre au cœur d'un quartier fantôme. J'ai 60 ans, je ne vais pas me retrouver dans une cité où il y a des dealers. Le Réel, c'est aussi Mourad, un jeune des quartiers nord surnommé le Zidane du piano. Sans avoir pris de cours, ce génie assimile en un temps record les plus grands airs. J'étais invité au stade Vélodrome, la première fois pour moi que je vais sur la pelouse et que là c'est moi qui va jouer quoi. Mais ça a été incroyable quand j'ai joué le gars. Fabio, Marseillais de 20 ans, a quant à lui fait des Calanques un lieu de tous les records. Il possède 24 premières mondiales de saut de falaise. Nous l'avons suivi pour son nouveau défi, un saut de près de 40 mètres. Là, j'ai sauté à 39,50 mètres. C'est l'équivalent de 13 étages. Je suis sur le point de réaliser ce que personne n'a réalisé dans le monde. L'impact est estimé à 110 km/h. Si tu n'es pas concentré, tu te manques, tu es mort. À quelques encablures du Vieux-Port, nous avons rencontré Christian. Sa spécialité, un plat vieux de 2600 ans, la bouillabaisse, devenue hors de prix. Il tente de la rendre abordable en la préparant avec des poissons locaux trop peu valorisés. Il y a plein d'enjeux sur ce plat. Ça parle du sauvage, ça parle de la petite pêche, ça parle des saveurs de la région, d'un plat qui est un plat de pauvre. Bienvenue à Marseille et laissez-vous surprendre par le réel. Je m'appelle Fabio Arnold, j'ai 20 ans. Je suis un Marseillais, passionné par le saut de falaise. J'ai à mon actif 24 premières mondiales qui sont liées ou à la hauteur ou à la complexité d'un saut. Je vous réserve une surprise qui n'a jamais été faite dans le monde entier. Là, j'ai sauté à 39,50 mètres. Je vais réaliser un quadruple salto avec une vrille et demie si tout se passe bien. Scientifiquement parlant, normalement, l'humain n'est pas censé sauter à des hauteurs comme celle-ci. C'est pour ça qu'au-dessus de 27 mètres, c'est là que les compétitions de Red Bull s'arrêtent. Ah ben, si on n'est pas fait pour ça, c'est simple, hein, les impacts, ils te tuent dès le premier saut, quoi. Alors pour sauter aussi haut, la base de la base, c'est les repères dans l'air. Ça reste un truc à entraîner vraiment de façon primordiale, tu vois. L'ouverture est bonne, mais pas la hauteur. Alors dans la vie de tous les jours, moi j'ai un métier, j'ai rien à voir, je suis dans la manutention. En revanche, dès que j'ai ne serait-ce qu'une heure de temps libre, j'en profite ou pour aller faire du trampoline ou pour aller faire de la gym. On cherche juste à mourir au bon moment dans l'air. Il y a énormément d'entraînement, minimum 2 fois par semaine, j'ai 2 heures de gym. 5 jours sur 7 par semaine, j'ai 1h30 de musculation. Ça peut prendre de la rigueur. De la rigueur, une hygiène de vie quand même à la limite de l'irréprochable. Je suis déjà en train d'imaginer au bord, tu sais. Là, sur la dalle. Ça va être une dinguerie. La passion est venue tout seul à partir du moment où j'ai commencé à sauter dès l'âge de 14 ans à plus de 10 mètres. Aux alentours de mes 15 ans, quand j'avais fait mon premier 39 mètres, sur les 3 dernières années, je réalise les meilleures performances que j'aurais jamais pensé pouvoir réaliser un jour. Et là, je suis sur le point de réaliser ce que personne n'a réalisé dans le monde. Alors là, je vais sauter de ce rocher là, la pointe qui ressort vers l'extérieur. Là, on va aller se poser sur la dalle, on va regarder un peu le saut, on va essayer d'apprivoiser la falaise. C'est terrifiant, gros. Ah, d'un coup, des questions à se poser. Ma drogue, c'est devenu l'adrénaline, clairement. Dans l'air, je reste 3 secondes, mais j'ai l'impression d'en rester 10. Pour moi, c'est dans aucun autre sport qu'on peut trouver ça. La liberté, en fait, parce que c'est le seul moment, c'est la fraction de seconde où vraiment tu peux pas penser à autre chose qu'un saut. Donc là, c'est là où tu oublies tous tes problèmes, ton travail. Tu es dans l'air, tu es relâché, tu dois penser qu'au saut. Si tu n'es pas concentré, tu te manques, tu es mort. 1, 2, 3. Avec le calcul du temps du caillou, en vrai, ça rentre parfait, mais maintenant, c'est dans la tête, frère. Un saut comme celui-ci, toute une vie, ça va être de la joie. Alors là, je vais m'entraîner, mais d'abord, je vais aller un peu voir le fond. Parce qu'il y a 2-3 rochers qu'il ne faut pas que je vise, il faut que je sois au courant d'où ils sont. Toujours accompagné de minimum 3 personnes pour avoir un minimum de sécurité, pour vraiment pouvoir m'assister si jamais j'atterris mal et que je ne retrouve pas de suite mes esprits, ce qui est assez logique, même quand j'atterris bien. Ah ouais, là, je vais faire des sauts de préparation. Là, j'ai pas le choix. Ça me sert à commencer à mémoriser la base de la figure. J'espère que ça va rentrer comme je l'ai imaginé, à la perfection. L'impact est estimé à 110 km/h. Donc, autrement dit, un accident de voiture. Sauf que l'eau, c'est du béton et j'ai aucune protection. Je risque de tout me casser si jamais je suis bancal. Je sais qu'il faut que je calcule à la perfection mon saut, au millimètre, quoi. En fait, mon cerveau, il se déconnecte complètement. En fait, j'ai le regard noir. Limite, on va dire, j'entends pas quand tu me parles. Tellement dans ma bulle, parce que je dois avoir une concentration à 100%. 99, je me manque, donc 100. Ouais, non. Ça fait le doute, hein? Ou non? Ah, y a pas de raison. J'ai constante envie de vomir, le stress qui monte, la pression. Là, j'ai la boule au ventre, un peu mal à la tête et j'ai pas le droit de mettre le pied de travers, quoi.
Fabio est arrivé sur les pieds mais légèrement de travers. Il s'en sort avec de petites blessures, mais il repart avec un nouveau record à son palmarès. Merci. Direction le centre-ville à présent, à la rencontre d'un autre champion de 20 ans. Mourad excelle dans un tout autre domaine. On me surnomme le Zidane du piano et je viens de Marseille. Je n'ai jamais pris de cours de piano. Ma vie elle a basculé grâce à une vidéo, c'était en 2018. J'étais posé à l'hôpital La Chimone et c'est un passant qui avait un rendez-vous, qui a pris son téléphone et qui m'a filmé comme ça en me demandant de jouer une symphonie. Alors en premier, je lui dis que une symphonie ça se fait pas au piano, mais tu veux que je te joue quoi? Et il me dit joue-moi le truc le plus rapide ou le plus que tu as dans les mains. Donc du coup je commence à jouer Fantaisie impromptu que j'avais appris la veille. Je le joue comme ça. J'ai appris à jouer ce morceau la veille en sachant que je n'avais pas de piano chez moi. Je n'ai jamais pris de cours de piano. C'est la première fois en fait quand j'arrive dans le hall de La Chimone que je vois un... En fait, pour moi c'était un meuble en bois qui était tout simplement là-bas. Parce que j'y allais régulièrement pour des consultations, parce que j'ai un problème au foie qui s'appelle déficit en OTC. J'ai soulevé le capot et de là je vois plein de touches blanches, plein de touches noires et là je me dis wow, c'est quoi ça? Je me dis tu sais quoi, je vais partir à la découverte de cet instrument. Et je commence à un peu chercher, je tombe sur plein d'artistes comme Ludovico Einaudi. J'écoute du classique et le classique je sais pas, j'aime bien, c'est un truc qui est, quand à chaque fois j'écoute, je sais pas, je suis toujours attiré par cette musique. Je prends un morceau au hasard, Fantaisie impromptu de Chopin, du coup, sur YouTube, vous avez des applications où on peut regarder les notes et tout ça. Donc du coup, je regarde les notes, j'écoute à fond. Et le lendemain, je me dis, tu sais quoi, je vais aller, je vais jouer ça. Je ne considère pas que j'ai l'oreille absolue, mais peut-être relative. Mais peut-être j'ai une facilité à apprendre un morceau tout simplement un peu plus facilement que les autres. Suite à cette vidéo qu'il a postée, et le lendemain, moi déjà, je me réveille, je vois plein de messages, ma mère en feu qui vient, qui me réveille, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça et tout ça. Carrément, il y a la sénatrice Samia Ghali qui vient chez moi le lendemain, je vous dis à la même heure, qui débarque chez moi et qui me dit on va t'offrir un piano, on va faire quelque chose, il faut que tu exploites ce talent, il faut en faire quelque chose. Par la suite, j'ai un message d'André Manoukian aussi via Instagram qui dit donnez-moi ses coordonnées bordel, je me rappellerai toujours. J'ai reçu beaucoup de commentaires aussi, qui étaient positifs comme négatifs. Enfin, un des quartiers nord où c'est lui qui joue au piano, des a priori plutôt sur l'apparence, comment je pouvais être et jouer du piano quoi. Suite à ça, j'ai été invité au stade Vélodrome, la première fois pour moi que je vais sur la pelouse et que là c'est moi qui va jouer quoi. Je suis aussi supporter de l'OM et ça a été oui aussi un rêve depuis petit en fait. Mais ça a été incroyable quand j'ai joué là-bas, rien que la foule, rien que les gens, ça a été juste incroyable. Rien que la première note quand j'ai joué, je crois que je me rappelle, c'était Jump de Van Halen. Ouais, là comme ça en plus, je l'ai en tête, c'était un truc comme ça, tu vois. J'ai grandi dans une cité qui s'appelle la Castellane à Marseille, c'est les quartiers nord de Marseille. Je suis issu d'une fratrie de 7 frères et sœurs. Ça a été facile et parfois pas facile. Ben, par exemple, je vous parle lors d'une fusillade qui est à la Castellane. Je vous dis ça, c'est banal, mais c'est pas banal. Il y avait une intervenante qui est rentrée dans ma classe. Elle a vu que tout le monde était un peu choqué. Elle a sorti son accordéon et de là, elle s'est mise à jouer. Et moi, je suis allé, j'ai chanté comme ça, par instinct. J'ai commencé à écrire pour mettre des mots aussi sur mes notes de piano. Et
pour décrire aussi la violence qu'il y a parfois dans les quartiers nord. Quand je parle de cette violence, c'est une violence, on va dire, mentale. La violence, moi j'en parle parce que parfois c'est dur d'en parler. On n'en parle pas entre collègues. C'est important pour moi-même déjà d'extérioriser ça via la musique. Mon but, ça serait que tous les jeunes en fait se disent, ben, regarde, ils jouent du piano et il n'y a pas de barrière. Je pense qu'en tant que jeune de quartier, on s'autocensure fort dans nos têtes quand on se retrouve dans parfois des milieux où on n'a pas lieu d'être. Ce qu'on se dit, hein, on est mal à l'aise, on a un certain mal-être. Donc du coup, on va dire c'est pas ma place, je suis pas ici, non, c'est pas là. Alors que rien à voir, tu peux tout autant trouver ta place comme les autres, quoi. La violence dans les quartiers nord passe notamment par les règlements de compte. Une 50aine de morts rien que l'année dernière. Nous avons rencontré une mère endeuillée. Wassila a perdu son fils Brahim en 2020. Mon fils, il a été tué par une balle et calciné. Ils ont retrouvé les corps dans une voiture. C'était mon fils qui est dans le coffre et la deuxième personne qui était devant. Avant la perte de mon fils, j'ai vécu à Frévalon, au quartier nord de Marseille. On était une famille modeste et mes enfants, ils fréquentaient les écoles hors de quartier. Donc on vivait une vie normale. Jusqu'à le jour où j'ai vu mon fils Brahim et commencer à fréquenter des personnes qui ne valaient pas. Quand il sortait de collège, au lieu qu'il rentrait directement à la maison, il commençait à partir dans le quartier. Moi, je n'ai pas pensé à la drogue, juste j'ai pensé à la mauvaise fréquentation. C'est une fois, j'étais moi de passage à Frévalon, j'ai vu mon fils assis avec un petit groupe de jeunes. Donc j'ai eu peur, j'ai appelé la police. Bien sûr que j'ai parlé avec mon fils, c'est normal, je lui parlais de son avenir, je lui donnais même les exemples de ses tontons, de ses frères et tout ça. Le 29 décembre, mon fils il était chez moi, il m'a parlé de la vie, il m'a dit « Maman, c'est dur la vie, je vais reprendre le travail ». Il travaillait avec les intérims, il m'a dit « Au revoir maman », le bisou comme d'habitude. Et le lendemain, j'étais au travail, sa femme, elle m'a appelé, elle me dit « Tata, Reda est mort ». J'ai dit « Ah, Brahim, il était avec Reda ». J'ai dit « Comment, il est seul ou avec qui ?» Elle me dit « Il y a une autre personne ». Donc quand elle m'a dit « Il y a une deuxième personne », j'ai compris que c'était mon fils. Ils ont retrouvé les corps dans une voiture. C'était mon fils qui est dans le coffre et la deuxième personne qui était devant. Je sais que mon fils, il a été tué par une balle et calciné. Après, moi, j'ai pas pu regarder tout ça. En tant que mère, je peux pas voir ça. Donc, j'ai préféré de garder l'image de mon fils comme il est sorti. J'étais soutenue par personne. Personne ne m'a appelée, personne ne m'a consolée, personne ne m'a dit rien du tout. J'ai pas eu ni psychologue, ni aide de personne. On a compris, en fait, tout le monde le disait, que c'est un règlement de compte, probablement lié au trafic de drogue. Donc pour eux, ces jeunes, ils méritent la mort, ils méritent d'être tués de cette façon. Pour eux, nous, les mamans, on n'est pas des bonnes mères, on n'a rien fait. Pourtant, on a d'autres exemples d'enfants qui sont dans le droit chemin, qui sont bien, mais eux, ils ne regardent pas ça. Comparé aux années précédentes, l'année 2023, c'est une année noire. Il y a 53 quand même morts, donc c'est énorme. Il y a des familles, il y a les sœurs, les frères, les papas, les tontons. En fait, ce n'est pas qu'une seule victime, on dit 53, mais en fait, derrière les 53, il y a des familles, il y a les familles, des familles. Donc oui, c'est une année noire pour nous. Mon fils Amine qui est assis, il avait fondé son association avant la perte de son frère. C'était Conscience écologique. Et après, il a perdu son frère à 17 ans. Et de là, il a rejoint les familles de victimes. C'est pour aider les jeunes, pour les sortir des quartiers, pour la mixité des écoles. Parce que les jeunes aussi, ils sont abandonnés, ils sont délaissés par l'État. Pourquoi pas fréquenter, pourquoi pas aller dans le cinéma, pourquoi pas aller voir d'autres... Marseille, elle est vaste. Moi, je veux dire à toutes ces jeunes, soit le tueur, soit la victime,
Moi, de mon côté, je peux vous pardonner. Mais ne restez pas dans ce domaine parce qu'il amène nulle part. Pensez à l'avenir de vos enfants. Comment vous allez faire grandir ces enfants dans un environnement de sang. J'aimerais bien que ça cesse tout ça et qu'on vive tous en paix. Et moi, si vous vraiment vous arrivez à faire ça, moi je vous pardonne. Les quartiers nord de Marseille, c'est aussi la problématique du mal-logement. La Renaude est une cité fantôme. 12 familles font de la résistance face à leur bailleur social. Les autres habitants ont déserté. Yamina vit dans des conditions déplorables. Alors, vous êtes chez moi, j'ai été inondée depuis le mois de janvier. Tout à ça à manger, ça coulait, on dirait les chutes du Niagara. Vous voyez le plafond. Il y a la moisissure, regardez sur les côtés. Regardez. Les odeurs, je ne vous dis pas. Et puis vous voyez avec cette fissure, s'il pleut encore, ça peut tomber. Voilà, c'est pour ça que je ne dors pas chez moi. J'ai déclaré aux HLM, HMP, que j'avais le toit mouillé. Ils m'ont dit, on va voir ça. Et là, ils attendent que le toit tombe sur moi pour dire un accident comme la rue d'Aubagne. Regardez les murs, dans quel état ils sont. De l'humidité de partout. La pluie, elle tombait dehors, elle tombait chez moi. J'ai attrapé de l'asthme par rapport aux odeurs. Et j'ai été à l'hôpital européen. Ils m'ont envoyé une dame qui est venue, qui a constaté que c'était tout trempé à 100%. J'ai le courrier. C'est vraiment une catastrophe. La Renaude, ce sont 111 logements construits dans les années 60. Pendant des années, les dealers ont dégradé les conditions de vie des habitants. Aujourd'hui, ils sont partis. Le bailleur veut raser le quartier et reconstruire d'autres logements. 95 familles ont déjà été relogées. Yamina a reçu 3 propositions, mais à bientôt 70 ans, elle refuse de partir dans un quartier sensible. Ils m'ont proposé un autre appartement dans d'autres cités que je ne veux pas partir. Pour partir d'ici, aller ailleurs où ça ne me plaît pas, je n'y vais pas. Pourquoi ça ne vous plaît pas, les autres endroits? Parce que je connais, je ne veux pas y aller. Moi, dans ma cité, là, sous mon balcon, j'ai vu 2 décès. Alors, si je pars dans une autre cité où c'est pareil, ça ne m'intéresse pas du tout. Dans la cité, il y a d'autres locataires qui ont ce problème. Pareil. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Pareil, hein, toujours avec HMP, le bailleur. On fait la guerre avec eux et puis voilà. Hein. On a une belle vue, c'était un beau quartier. Vous voyez les maisons là? C'est pas dommage. Maintenant, c'est la cité fantôme. Ma maison, comme elle est devenue. Ouais. On dirait un squat. C'est vrai, je crois que... Les squats, ils sont plus propres que ma maison. Les squats, c'est plus propre. Selon les habitants, le bailleur les pousserait vers la sortie pour accélérer la démolition, en n'entretenant presque plus les bâtiments depuis des années. Je suis locataire à la Renaude depuis 64, donc ça fait 60 ans que je vis ici. Ici, on se trouve sur l'appartement au-dessus de chez Yamina, d'où est partie l'inondation. Les inondations se sont faites par les toitures. Là se trouvait la chaudière de la maison. Des gens sont venus les démonter. Les lavabos, la robinetterie, tout a été pris, les radiateurs ont été démontés. Donc en fait, pour vous, ils sont en train de démolir le quartier. Oui, mais oui, ça les arrange. Ça les arrange de démolir la cité. Au moins, on s'en va. Vous imaginez l'état de la maison de Yamina? Et pourquoi, à votre avis, ils veulent récupérer ce terrain? Parce que le site, il vaut une fortune. Dans quel quartier on vous a proposé d'être logé? Moi, on m'a proposé en haut d'hôpital Nord, la Savine, où il y a les dealers et je n'irai pas. J'ai 60 ans, je ne vais pas me retrouver dans une cité où il y a des dealers pour faire une vie là-bas. Non, non, il est hors de question. Voilà. Je n'irai pas là-bas. Je n'irai plus dans une cité où il y a des dealers. C'est pas triste de voir tous les appartements vides. On n'entend plus les cris des enfants jouer dehors, plus rien. Il n'y a plus de maman, il n'y a plus de papa, il n'y a plus rien. C'était la vie ici. Hein. Ici, c'était la vie. Il reste combien de familles ici aujourd'hui? On est 12. 13. Et avant? Il y en avait quand même 150. 150 familles. C'est triste parce qu'il y avait des enfants, il y avait du bruit. Regardez dans quel état. Ils veulent nous faire partir, ils veulent détruire.
Mais la mairie, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de démolition prévue. Suite à ce tournage, nous avons contacté le bailleur. On n'est pas Stéphane Plaza, on ne peut proposer que ce qu'on a. Ils ont le droit de refuser, mais on n'est pas dans le luxe, on est dans le logement social. Au sujet de la démolition, il affirme avoir échangé à plusieurs reprises avec la mairie qui, aujourd'hui, semble avoir changé d'avis. De son côté, la mairie déclare ne jamais avoir eu à se prononcer sur un permis de démolition et assure qu'il n'y a plus de sujet conflictuel avec le bailleur. Il a été convenu que la métropole va aider le bailleur à trouver des solutions de relogement. Cela permet d'ouvrir beaucoup plus de propositions de relogement que ce que pouvait faire HMP tout seul. Les personnes qui quitteront le site auront éventuellement le droit de retour sur la Renaude. J'espère qu'on va me proposer une belle proposition dans un beau quartier, pas comme celui-là délabré. Qui s'est délabré? Et vous resterez là jusqu'au bout? Jusqu'au bout, bien sûr. La détermination, c'est aussi ce qui caractérise Joël. Ce navigateur a surmonté son handicap pour vivre sa passion. Je suis le premier malvoyant à avoir fait le départ de la Transat Jacques Vabre. Et ça, j'en suis vachement fier parce que j'ai fait rêver des gens. Oui, il y a des moments difficiles, mais justement, c'est parce qu'on est handicapé qu'on passe son temps à se prendre des baffes et à se relever. Et donc, en général, un handicapé, ça lâche rien. Je suis né avec cette vision-là, 2 dixièmes à gauche, avec correction, et 0 les droits. Mes parents m'ont toujours considéré comme les autres. Donc, quelque part, je ne me rendais pas compte de la portée de mon handicap, même si je voyais que j'étais un peu différent des autres. J'ai toujours aimé le bateau. Je me suis rendu compte que rapidement, c'était un lieu où j'étais libre, où j'étais autonome. Alors certes, les monos n'étaient pas enchantés, parce que j'ai des grosses lunettes, mais n'empêche que j'ai réussi certainement à les persuader. Je pense que à cet âge-là, c'est déjà inconsciemment la première fois que je repoussais les limites du handicap. Alors sur un bateau, oui, j'ai des difficultés, parce que je suis plus lent dans les manœuvres. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que je confonde les bouts. Les bouts, c'est les ficelles qu'on a sur les bateaux, et que je fais gaffe à ça. Ma vraie difficulté, en fait, c'est sur les bateaux de course, c'est arriver à démêler les ficelles quand elles sont au sommet du mât. Donc ouais, j'ai un mal fou, j'y arrive, j'ai une technique, c'est qu'en fait j'ai un petit monoculaire, je m'allonge sur le bateau, puis je regarde, et je suis plus lent, hein, ça c'est clair, mais n'empêche que j'y arrive. J'ai monté un équipage de course au large basé sur la déficience visuelle, et on avait une jeune femme qui était sourde et aveugle. Et elle tenait la barre, tout le monde prend la barre sur les bateaux, et au départ, Valérie, elle n'y arrivait pas, quoi. Elle n'y arrivait pas parce qu'en fait, je pense qu'on ne lui faisait pas confiance et qu'on la stressait complètement. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, alors pas du bateau, on s'est mis à l'avant du bateau, on lui a fait confiance, et rapidement, elle barrait super bien. En fait, on considère qu'un barreur barre avec ses fesses. Il sent mieux que quiconque l'assiette du bateau. Oui, il y a des moments difficiles, de tension, de peur parfois, mais justement, c'est parce qu'on est handicapé qu'on passe son temps à se prendre des baffes et à se relever. Et donc, en général, un handicapé, ça lâche rien. J'ai fait le pari de faire Transat Jacques Vabre. Pourquoi? Parce que c'est une course mythique et médiatique. Dans les 15 jours avant le départ, au village de la Transat Jacques Vabre, il y avait une femme qui nous fait ci. Et cette femme m'explique que sa fille qui est à côté, et qui s'appelle Héloïse. Donc Héloïse prend la parole. Bonjour, moi je trouvais ton projet vachement bien et du coup j'ai fait un exposé devant ma classe sur ton projet. Déjà c'était vachement touchant et du coup je l'emmène avec moi dans le bateau pour lui montrer le bateau. Elle avait les yeux qui brillaient et après au retour quand je la ramène à sa maman me dit, vous savez, Héloïse, elle est diabétique. Et Héloïse reprend la parole et me dit, bah tu sais, grâce à toi maintenant j'ai compris que c'était possible, même avec une difficulté. Et ça, vous voyez, ça m'a fait pleurer. Même encore maintenant, quand j'y repense, ça me donne le chair de poule. Et donc oui, je veux continuer parce que pour partager ça, pour dire à d'autres, regardez, c'est possible. À quelques encablures de là, sur le Vieux-Port, nous partons à la rencontre d'un homme qui réinvente un plat vieux de 2600 ans, la bouillabaisse. Elle est devenue hors de prix. Christian a pour objectif de la rendre plus accessible. Moi, je fais une bouillabaisse qui est à 15 €. Combien ça coûte une bouillabaisse aujourd'hui? Je sais pas, autour de 70 €, non, je pense. Après, même il y en a qui sont plus chers. Et il y a beaucoup de gens qui passent me voir à la boutique, qui sont marseillais, qui n'ont jamais mangé de bouillabaisse en fait. C'est des dorades ou bien des sards, ça? C'est des sards, madame. Philippe, ça va, Christian? Ça va et toi? Voilà, les vivres font partie traditionnellement de la bouillabaisse. À l'origine, on prenait ce qu'il y avait. Voilà, après, la bouillabaisse, c'est en bourgeoisie. Alors,
on met des cherpons, il y en a même qui mettent de la langouste, Saint-Pierre, tous les poissons nobles. Bon allez, je te laisse, Philippe. Allez, ciao. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir sur le quai et en fait, voilà, là, t'as un espadon, quoi. Là, c'est des congres qu'on appelle fielas aussi à Marseille. Marseille, le fielas, c'est en Bretagne le congre. Et ils font une des meilleures pêches. Voilà, ils pêchent à la palangre. Donc ça veut dire que tes poissons, souvent, ils sont vivants. C'est un sacré boulot, quoi. Alors, il y a des espèces qui en a un peu moins, mais par contre, il y a de nouvelles espèces qui sont arrivées avec la chaleur. Il y a le Saint-Pierre qui est rare, qu'est-ce qu'il y a? Les galinettes aussi, ouais. Les galinettes, c'est inexistant. L'autre fois, j'en ai pris une. Ça fait 5 ans que j'en ai plus pris. Eh ben, je mets à 1h15 la clé dans la porte de la maison, et à 2h moins le quart, on démarre. Et les restaurateurs, c'est important pour faire vivre le marché ou pas? Très important, très important. Comme le monsieur, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en aurait 5 ou 6 comme le monsieur là. Et puis là, ça aurait déjà fini. Et c'est fini, c'est plus comme avant. Avant, c'était mieux. Il y avait 2 ou 3 du Vallon, il y avait 2 ou 3 de là, le Miramar, tout ça. Là, j'ai décidé de prendre des sards. Ça ressemble un peu à la dorade. Comment on reconnaît un poisson frais? Il y a la couleur des yeux, il y a la façon dont il se tient. Voilà, tu as ce qu'on appelle la rigor mortis en fait. La rigor mortis, c'est en fait, c'est comme nous, hein. Si on meurt, à un moment on se fige. Et donc après il se relâche. Voilà, bienvenue chez Bouillabaisse Turfu. Moi je fais une bouillabaisse qui est à 15 €. Et donc vous n'avez pas une ribambelle de poisson, mais un poisson entier poché, qui sera aujourd'hui le sard. Cette soupe dans la bouillabaisse, c'est un peu la base, c'est ça? C'est une forme de base, ouais. Tu as à la fois les poissons, tu fais revenir en fait tes végétaux au début, genre le fenouil, les oignons, l'ail, des carottes. Et après je vais rajouter mes herbes, de l'anis étoilé qu'on retrouve dans le pastis. Combien ça coûte une bouillabaisse aujourd'hui? Je sais pas, autour de 70 €, non, je pense. Après, même il y en a qui sont plus chers. Je pourrais dire qu'il y a plusieurs niveaux de bouillabaisse, en fait. Tu peux la manger si tu connais des pêcheurs dans un cabanon, par exemple. C'est la soupière qui est posée sur la table. Voilà, les poissons qui sont posés sur un grand plat et on se sert. C'est pas que le restaurant qui est précepteur de qu'est-ce que c'est que la bouillabaisse. Et je vais les faire pocher. La qualité, c'est quand tu sens l'humidité, tout l'iode qui arrive. Et donc, faut pas faire cuire trop longtemps. Ça fait 1 an que je passe devant ici et qu'à chaque fois, soit c'est fermé, soit il y en a plus, soit Okay. voilà, c'est pas de chance. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent me voir à la boutique, qui sont marseillais et qui n'ont jamais mangé de bouillabaisse. Je pense qu'il y a des familles qui ne cuisinent pas la bouillabaisse, quoi. Par le fait que le seul accès à la bouillabaisse était à travers des restaurants qui sont assez chers, les gens n'avaient pas les moyens non plus, quoi. Du coup, les gens vont goûter aussi un peu de poulpe, en plus du poisson. C'est une ressource qui est de plus en plus rare, en tout cas à Marseille et localement. Moi, je l'utilise quand même, de temps en temps. Et puis, finalement, de se dire, tiens, on a quelques tranches de poulpe, c'est pas trop se gaver dessus. Ça fait partie des questions que tu te poses sur comment tu cuisines, avec quoi tu cuisines. Il y a plein d'enjeux sur ce plat. Ça parle du sauvage, ça parle de... Là, on parle du prix, donc de son accessibilité, ça parle de la petite pêche, ça parle des saveurs de la région, d'un plat qui est un plat de pauvre. Voilà. Il y a un certain succès, donc ça, c'est chouette. Maintenant, c'est beaucoup d'heures, quoi. Souvent, je vais me lever à 4 h du matin. Le métier de cuisinier est compliqué aujourd'hui. Ce que je veux accomplir, pouvoir vivre de son métier, de s'éclater, faire vivre Marseille, c'est faire vivre un territoire en fait, toi, où les mangeurs, les cuisiniers, les pêcheurs, les paysans, on fait partie d'une même histoire et ouais, je trouve que c'est un beau métier. Du coup, il y a un petit combat pour que ça reste un beau métier, quoi. D'autres Marseillais se battent pour préserver leur patrimoine. C'est le cas de Serge, à la tête de la savonnerie traditionnelle La Licorne, qui a bien failli disparaître. Le savon de Marseille a failli disparaître. En 1900, il y avait 100 savonneries à Marseille. Aujourd'hui, sur Marseille, on compte 4 savonniers. Bienvenue à la savonnerie marseillaise de La Licorne.
une des dernières savonneries à Marseille. Je vais vous faire découvrir tous les secrets du fameux savon de Marseille. Pour faire du savon traditionnel, on utilise de l'huile et de la soude. Là, ici, on est à la première étape. La réaction de saponification a eu lieu. Donc là, on a le savon brut. C'est mon grand-père qui a initié, avant la Deuxième Guerre mondiale, à faire du savon. Et puis, il y a eu des temps difficiles. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée des machines à laver, des produits synthétiques, c'est l'effondrement. Et la chance, c'est une malchance, mais il y a des problèmes écologiques. Ça a été une chance pour la renaissance du savon, puisqu'il est reconnu comme étant un produit biodégradable, naturel, pas d'étiquetage, pas d'emballage. Voilà, un produit simple et écologique. Alors pour la deuxième étape, le savon brut, on va le mettre dans cet affineur qui va transformer, c'est un peu comme le boucher quand il fait de la viande hachée. Le savon de Marseille n'a pas été protégé par nos ancêtres et tout le monde, n'importe où, peut faire du savon de Marseille. On trouve regrettable qu'on puisse écrire savon de Marseille sur un savon qui n'est pas une qualité optimum. Alors on va verser ce qu'on a récupéré dans un laminoir qui a été fabriqué à Marseille en 1902, donc il a fait beaucoup de savon. Ça va écraser les grumeaux, on aura un savon qui va être plus homogène et donc plus doux. Ce qui sort du laminoir va être mis dans le mélangeur, ça va casser la feuille de savon en petits morceaux qu'on appelle les paillettes. On peut améliorer la qualité du savon, par exemple avec du miel qui est émollient, avec des huiles essentielles en fonction des souhaits des clients. La paillette qui sort du laminoir va être versée dans la boudineuse. C'est comme une machine à saucisse en fait. Donc on va couper à la dimension exacte souhaitée. Là nos savons ils font 101 grammes par exemple. Et ensuite on va leur apposer le tampon. Simplement un coup de maillet. Et vous avez savon à la rose de miel. Le savon de Marseille a failli disparaître. Heureusement, c'est un produit nature, écologique. C'est ce qui a permis au savon de Marseille de renaître. En ce qui nous concerne, on a une progression à 2 chiffres. On fait 10% de plus chaque année. C'est le public qui prend conscience que c'est un bon produit et qui revient vers le savon de Marseille.